Si on possède un bien immobilier en location en Israël, il faut savoir qu'une toute nouvelle ère de surveillance fiscale a commencé. Comprendre les règles est devenu, disons-le, absolument crucial. On va donc voir ensemble les changements majeurs et surtout les stratégies à adopter. Voilà, cette phrase résume parfaitement la situation. On ne peut pas être plus clair. Les vieilles habitudes, les petits oublis, tout ça, ce n'est plus une option. L'administration fiscale israélienne, le fameux Mas Haraknasa, a radicalement, et je pèse mes mots, changé de stratégie. Alors, la question c'est pourquoi ce durcissement soudain Pendant des années, beaucoup de propriétaires pensaient que leur revenu locatif passait tranquillement sous le radar. Eh bien, cette perception, elle a complètement volé en éclats. En fait, tout a commencé avec un déclencheur assez inattendu. Imaginez, des propriétaires demandent des compensations à l'État pour des dommages sur leurs biens. Et là, en examinant les dossiers, le fisc réalise que les revenus de ces mêmes biens n'avaient jamais, au grand jamais, été déclarés. C'est cet événement qui a servi d'électrochoc et qui a provoqué une véritable réaction en chaîne, menant à une stratégie beaucoup plus offensive. Et attention, parce que le fisc ne se contente plus d'attendre passivement les déclarations. Non. Il dispose maintenant d'outils redoutables pour chercher activement l'information. Voyons un peu comment ça marche. La stratégie du fisc, elle repose sur 3 piliers. D'abord, le croisement des données. C'est simple, le cadastre, les registres des successions, l'état civil, tout est connecté. Ils savent précisément qui possède quoi. Ensuite, depuis janvier 2024, il faut souvent joindre la copie du bail à sa déclaration. Ça rend toute tentative de sous-déclaration quasi impossible. Et enfin, le bouquet final, l'intelligence artificielle. D'ici 2027, un système va analyser le patrimoine de chacun pour détecter automatiquement la moindre incohérence. Le jeu a vraiment changé. Bon, face à cette nouvelle réalité, pas de panique, il n'y a pas d'impasse. Il existe 3 régimes fiscaux principaux pour déclarer ses revenus. L'important, c'est de bien les comprendre pour choisir celui qui est le plus adapté à sa propre situation. La première option, c'est l'exonération totale. Ce chiffre, 5 654 shekels, il est clé. En gros, si les revenus locatifs mensuels pour 2024 sont en dessous de ce montant, eh bien en principe, il n'y a aucun impôt à payer. Mais attention, c'est là que ça se corse. Si ce plafond est dépassé, même d'un tout petit peu, le calcul devient bien plus complexe et l'exonération n'est plus que partielle. Alors comparons un peu, on a vu l'exonération, simple mais très rigide. Ensuite, il y a le forfait de 10%. Il est très populaire, c'est vrai, parce qu'il est facile. 10% sur le revenu brut et l'affaire est réglée. Le gros inconvénient, on ne peut déduire aucune dépense. Et enfin, le régime du taux marginal. Là, on peut déduire toutes les charges réelles, les travaux, les intérêts du prêt immobilier, etc. L'impôt est calculé sur le revenu net, ce qui peut être très, très avantageux si on a beaucoup de charges. Maintenant, allons un peu plus loin que la simple mise en règle. Parlons optimisation. Parce que choisir la bonne stratégie, ça peut faire une différence énorme, vraiment énorme, sur le chèque final à faire au fisc. C'est la question que tout propriétaire devrait se poser. Énormément de gens choisissent le forfait de 10% par réflexe, par habitude, en se disant que c'est le plus simple, donc forcément le meilleur. Et la réponse est un grand non. Ce réflexe coûte cher, très cher. En ne prenant pas eu le temps de faire les calculs, de nombreux propriétaires payent beaucoup plus d'impôts que nécessaire. Et ce, année après année. Alors, comment on optimise ? Il existe des stratégies légales qui sont très efficaces. Par exemple, une nouvelle règle de 2023. Un propriétaire qui loue son unique bien, tout en étant lui-même locataire ailleurs, peut déduire son propre loyer. C'est une niche fiscale super puissante et peu connue. Autre exemple, pour les plus de 60 ans, le taux marginal est hyper avantageux, avec une première tranche d'imposition à 10% seulement. Bref, il est fondamental d'analyser sa situation personnelle dans le détail. On arrive donc à la conclusion logique de tout ça. Le jeu est devenu trop risqué pour continuer à l'ignorer. La question n'est plus de savoir si le fisc va regarder le dossier, mais bien quand il va le faire. Au final, le choix se résume à ça. Option A, agir maintenant. Ça veut dire reprendre le contrôle, optimiser sa fiscalité et surtout s'acheter une tranquillité d'esprit. Option B, attendre. Et là, on s'expose à des pénalités, des intérêts de retard et potentiellement même à des poursuites pénales avec inscription au casier judiciaire. Les conséquences n'ont juste rien à voir. Cette phrase, elle illustre parfaitement ce changement de mentalité. La non-déclaration n'est plus du tout vue comme un simple oubli. C'est désormais considéré comme une fraude potentielle qui peut déclencher une enquête très approfondie. Et tout ça nous amène à la question finale. Face à des outils de surveillance aussi efficaces et à des conséquences aussi lourdes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire l'autruche ? Anticiper pour régulariser sa situation, ce n'est plus juste une question de fiscalité. C'est une question de protection de son patrimoine et de sa sérénité.